Comment bien gérer ton post-compétition? Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais t'expliquer un petit peu mes secrets pour pouvoir bien gérer ton post-compétition parce que ça va être ultra important pour ton avenir dans ta pratique sportive. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Julie, kinésithérapeute et pratiquante de streetlifting à haut niveau et je sors de ma 7e grosse échéance, donc je sors des championnats du monde de streetlifting et je vais t'expliquer un petit peu ce que je mets en place pour gérer mon post-compétition par rapport aux autres préparations et ce qui fonctionne pour pouvoir perdurer à long terme. Parce que c'est vrai que là, je vis du coup mon 7e post-compétition et j'ai pas toujours bien fait les choses sur mes post-compétitions. J'ai fait des petites erreurs, j'ai fait des choses qui allaient plutôt bien et ça me permet d'avoir une expérience pour pouvoir savoir comment gérer le post-compétition, sachant que j'accompagne également moi-même des athlètes et que c'est des petites choses que je leur applique également pour les aider à perdurer sur le long terme dans la discipline parce que c'est bien ça l'objectif. Alors déjà, on va se remettre un petit peu dans le contexte. Quand on prépare une grosse échéance, je vais mettre un point d'honneur là un petit peu sur tout ce que j'explique par rapport aux grosses échéances. Ce que j'appelle grosse échéance, c'est pas forcément faire des championnats du monde, mais on va dire c'est une échéance pour laquelle vous allez vous préparer pendant des mois et du coup, vous allez vraiment optimiser toutes les choses pendant des mois. Ça va être différent si vous voulez d'une compétition où vous y allez pour de l'expérience, où vous décidez, je sais pas, une semaine avant, 2 semaines avant. Vous n'aurez pas le même degré d'implication et du coup, le post-compétition est vraiment ultra différent dans ces cas-là. C'est pour ça que j'insiste un peu sur le fait que ça concerne surtout les grosses échéances, sachant que ce que j'appelle grosse échéance, ça peut être tout à fait une compétition régionale. En fait, c'est pas la hauteur de la compétition, vous l'aurez compris, mais la hauteur de la préparation que vous allez mettre pour cette compétition. On est bon pour les termes. Donc quand on prépare une échéance de cette envergure, on va mettre en place plein de choses qui vont faire qu'on va pouvoir performer le jour J. On va suivre ses entraînements à la lettre de façon ultra disciplinée, même si il faut le faire toute l'année. Mais on va dire que là, on a une motivation supplémentaire pour ne pas louper un renfort, ne pas louper un exercice, se donner à fond sur tous les exercices. On va également faire attention plus à sa récupération active, donc par exemple à bien marcher ses 10 000 pas par jour, par exemple, donc 10 000 pas ou autre, mais en tout cas avoir une activité assez constante à ce niveau-là pour s'aider à récupérer pour les entraînements. On va faire attention à son sommeil le plus possible, du moins, pour pouvoir bien récupérer encore une fois et être performant. Attention à l'alimentation. On va aussi mettre en place peut-être la préparation mentale pour se mettre dans un mindset de gagnant, de réussite par rapport à nos objectifs. On peut faire appel également à des professionnels pour gérer la récupération, donc par exemple à des kinés si on a des petits bobos, ou par exemple aller au spa régulièrement, enfin plein de petites choses pour gérer la récupération. Et surtout, on va mettre entre parenthèses une grosse partie de sa vie sur tout ce qui est plan social, sur les sorties, les restaurants, etc. Ça en général, pendant une période de préparation compétition, on le réduit drastiquement, voire on l'enlève complètement. Donc, je repose ce contexte-là pour qu'on comprenne bien qu'effectivement, quand on prépare une compétition, c'est tout notre quotidien qui est un petit peu chamboulé, c'est tout notre quotidien qui est en tout cas axé sur cet objectif de compétition. Et je pense que ceux qui m'écoutent ou qui me regardent, qui ont déjà vécu plusieurs préparations, savent de quoi je parle. C'est le matin, on se lève compétition, le midi, on pense compétition, le soir, on pense compétition. Donc, peut-être que dans un autre épisode, je vous expliquerai que c'est bien de faire ça, mais c'est bien aussi d'avoir un petit peu de relâchement. Ça fera l'objet d'un prochain sujet. Mais globalement, ça se passe comme ça. Et en tout cas, c'est ce qui se passait également, moi, dans ma préparation des championnats du monde. Donc, ce qui se passe souvent en post-compétition, c'est qu'on a mis tellement de sacrifices, tellement d'énergie, tellement de choses entre parenthèses pour cette prépa compétition, qu'après la compète, on a envie de dire bye bye, j'arrête tout, je relâche tout, je fais tout ce qui me fait kiffer et j'en profite. Et ça, c'est à la fois très bien, très positif, mais ça peut être à la fois un petit peu pénalisant. Donc je vais vous expliquer le juste milieu qui peut être intéressant sur le post-compétition et comment moi je fonctionne à ce niveau-là. Donc déjà, quel est le but du post-compétition ? Il va y avoir différents buts. Le premier but, qui paraît assez logique, ça va être de récupérer nerveusement. Une compétition, c'est quelque chose, même si au final, on fait en streetlifting 4 mouvements, passe 3 essais, etc. C'est quand même quelque chose de très taxant de façon nerveuse, puisqu'on va aller chercher des grosses charges. On est aussi dans tout un environnement qui peut fatiguer le nerveux, etc. Et c'est aussi toute l'accumulation de la préparation. Donc la première étape, c'est de récupérer nerveusement. La deuxième étape, que je trouve tout aussi importante, ça va être de retourner à l'entraînement avec le plaisir en priorité. Une prépa, c'est difficile.
c'est très difficile physiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement, parce que ça se passe rarement hyper bien, c'est rarement linéaire. Il y a des périodes de doute, de frustration, d'échec, et c'est vrai qu'on peut avoir des fois, au cours de la prépa, plus envie, en vrai, et s'entraîner juste parce qu'il y a l'objectif, mais on perd un peu, je trouve, cette notion de plaisir à certains moments, parce qu'on s'entraîne plus pour le plaisir, mais par obligation de l'échéance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, sur le post-compétition, c'est hyper important de laisser ce côté échéance, objectif un petit peu de côté pour faire revenir le plaisir. Et je dis que c'est super important parce que c'est aussi ça qui va conditionner votre longévité au sein de la discipline. La 13e chose que je trouve aussi importante, ça va être de laisser place à nos envies. Donc comme je vous l'expliquais là par rapport au plaisir de l'entraînement, ça va être important d'écouter un petit peu ses envies. Je parle pas forcément que au niveau entraînement, mais au niveau des sorties, de manger un petit peu ce qu'on veut, etc. C'est hyper important de s'écouter parce que, encore une fois, pendant la prépa, c'est une partie qu'on a beaucoup mis de côté. Parce que même si on a envie de s'envoyer des gros repas, des gros, hamburgers, des grosses pizzas, on va éviter de le faire à proximité d'une échéance. Donc c'est important de laisser place à ses envies et d'y succomber un petit peu pour justement avoir quand même ce petit relâchement et de pas continuer dans un cadre hyper rigide que peut l'être la prépa. Et en gros, tous ces objectifs de post-compétition, ils ont un seul but. Ça va être de revenir fort et motivé au moment où vous en aurez besoin pour des futures échéances et surtout perdurer dans la discipline. C'est hyper important de comprendre qu'on ne peut pas, ce n'est pas possible, d'être toute l'année à 100% avec un cadre hyper rigide, de pas en sortir et de s'entraîner toute l'année comme si on était en prépa toute l'année. C'est impossible, ou en tout cas si c'est possible, au bout d'un moment on pète les plombs et je pense que c'est ce qu'on voit aussi beaucoup auprès des athlètes qui arrêtent par exemple brutalement, c'est qu'ils ont tellement été à fond dedans qu'ils se sont cramés aussi en termes de motivation. Ils se sont dégoûtés et ce qui se comprend, on peut pas tout mettre en pause tout le temps pour son sport non plus. C'est important d'avoir des moments où on priorise, des moments où on relâche, etc. Parce que le sport, ça prend une place énorme. Je suis la première pour qui c'est le cas, mais c'est pas la vie. Donc c'est hyper important d'arriver à trouver son bon équilibre et de jauger au cours de l'année pour pouvoir durer dans le temps et pas, comme je vous le disais, se dégoûter. Je fais une petite parenthèse, mais là c'est la première fois du coup que je fais un podcast où je me filme en train de parler. J'ai l'impression que je balaye des mains beaucoup, ça a l'air insupportable, mais désolée. J'allais dire c'est mon côté italien qui ressort, je n'ai pas du tout de côté italien, mais je sais pas, ça me rassure. Bref, on reprend. Donc là, on va rentrer dans la partie gestion du post-compétition à court terme, c'est-à-dire vraiment juste après la compétition. Donc comme je vous l'expliquais, juste après la compétition, souvent, on est en mode « je pense plus à rien, mais pas, j'en ai plus rien à faire, ce que je mange, j'en ai plus rien à faire, l'entraînement aussi, on envoie tout valser ». Ça, c'est la solution, ça, c'est ce qu'on retrouve assez couramment. Ou alors, on a aussi un petit peu l'extrême inverse de... souvent, c'est si par exemple une compétition se passe pas très bien, de se dire « ok, c'est bon, j'ai merdé, demain, retour au charbon, à fond la caisse, je vais faire 2 fois plus d'efforts, nanani, nanana ». Et en fait, ni l'un, ni l'autre n'est vraiment bénéfique au long terme. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment vous allez pouvoir un petit peu lier les deux pour pouvoir faire les choses le mieux possible. Donc la première chose que je fais après une compétition, donc admettons j'ai fait ma compétition hier, pendant une semaine, je vais imposer un repos relatif. Ce que j'appelle repos relatif, ça va être un arrêt de l'entraînement ou du moins de la programmation. C'est-à-dire que pendant une semaine, soit moi, soit mes athlètes, se reposent complètement et si jamais j'ai l'envie ou ils ont envie d'aller à la salle, ils peuvent y aller, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de programmation, etc. Ils font vraiment ce qu'ils veulent, ils s'amusent en essayant de respecter maximum un RPE 6 ou 7 pour pas se cramer. Là, ce point-là, il est ultra important et je trouve qu'il y a encore beaucoup d'erreurs dessus. Moi-même, j'ai fait l'erreur sur certaines compétitions. C'est que le problème, c'est que si dès le lendemain de votre compétition, vous vous dites « Ah, j'ai loupé ma barre de squat à 170 kg, je vais essayer de la faire à l'entraînement. » Ok, peut-être que tu pourras la faire, d'ailleurs. Et si tu peux la faire, c'est peut-être que ton pic nerveux a été mal géré, d'ailleurs. Mais admettons, tu l'as fait, ou en tout cas, tu essayes de faire une grosse performance, ou du moins, tu essayes
de faire autre chose mais en charge lourd, tu risques de saturer ton système nerveux et de mettre beaucoup plus de temps à récupérer. Et c'est pas parce que tu es capable de soulever lourd que ça n'a pas d'impact négatif, encore une fois, sur ta santé, sur ta récupération nerveuse. Parce que le système nerveux, il a besoin de temps. C'est pas comme les muscles. Si vous voulez, le système nerveux, il met beaucoup plus de temps à récupérer que vos muscles. Et ça, vous pouvez le comparer assez facilement. C'est que si vous faites un renfort, vous allez chercher du RPE 9 ou 10, si vous vous envoyez, voilà, vous avez des courbatures quelques jours. Des fois, ça peut durer, une semaine, si vraiment vous avez forcé. Et après, vous êtes capable de réencaisser quasiment la même chose d'un point de vue musculaire. Nerveusement, c'est très différent. Il faut en général au moins 1 mois de récupération pour avoir le renouvellement cellulaire. Et donc, si vous venez saturer un système nerveux qui est déjà saturé, vous ne faites que repousser votre récupération nerveuse et vous l'optimisez pas pour qu'elle revienne en tout cas dans les meilleures conditions. Donc attention à ça. Donc c'est pour ça que pour moi et mes athlètes, voilà, 1 semaine de off complet si besoin, d'entraînement léger si l'envie, voilà, pour s'amuser un peu, tester d'autres choses, mais on reste sur des charges légères. Ensuite, sur tout ce qui est hygiène de vie pendant cette semaine, en général, moi, je mange un peu ce qui me fait plaisir. Je dis je mange ce qui me fait plaisir aussi parce que je suis quelqu'un qui, même si souvent post-comp, j'ai envie de m'envoyer un gros truc, genre une pizza ou quelque chose, voilà. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le gras, le sucre, donc je sais que rapidement, ça se régule assez bien pour moi et que je vais pas rester dans un truc de je mange fast-food tous les jours parce que juste j'aime pas ça. Donc je m'écoute vraiment en termes de mes envies. Si je dois me faire 2-3 cheat meals dans la semaine, je les fais, honnêtement. Je mange ce qui me fait kiffer et je sais que de toute façon, naturellement, je vais vouloir revenir vers des choses plus saines parce que c'est ce que j'aime le plus. Ensuite, si on regarde d'un point de vue sommeil, pareil, je me prends moins la tête là pendant la semaine. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je sais que souvent en post-comp, j'ai des petites insomnies en plus, donc je récupère pas forcément bien. C'est pas du tout l'idéal, on va dire, en termes de récupération, mais encore une fois, je trouve que c'est important de lâcher un petit peu du lest. Je sais que manger de façon pas optimale juste après, pas beaucoup dormir, etc., c'est pas ce qui va m'aider à récupérer le mieux à l'instant T, mais c'est ce dont j'ai besoin à l'instant T pour ensuite bien faire les choses, vous voyez. Et ça, c'est très important de le comprendre, c'est que, ok, ce serait beaucoup mieux dès le soir, manger des choses qui vous permettent de récupérer, de bien se coucher, de cadrer, sauf que après, c'est mentalement, vous allez saturer. Et c'est ce juste milieu qu'il faut arriver à trouver. Donc moi, je sais que pendant 1 semaine, je me prends pas la tête sur le sommeil, je me couche à l'heure où j'ai envie de me coucher, je me lève, j'allais dire à l'heure où j'ai envie de me lever, il y a quand même le boulot, hein. Mais je veux dire, je me prends pas la tête si j'ai des nuits plus courtes par rapport à d'habitude. Je sais que c'est une phase où, voilà, j'ai besoin de lâcher prise, de aussi digérer tout ce qui s'est passé. Et donc, je laisse plus de place à écouter mes besoins. Et c'est là où je vais en venir. Sur cette semaine-là, je trouve que c'est important d'écouter ce qu'on a envie de faire vraiment les choses dont on a envie et dont on s'est un petit peu privé pendant toute cette préparation. Ensuite, après cette semaine un petit peu, voilà, vous avez compris, c'est Bagdad, on fait un petit peu ce qu'on veut. On va entamer la deuxième phase qui peut durer... Alors là, moi, je vous ai mis 1 semaine, d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus. Je vous dis 1 semaine, mais je sais que pour d'autres, ça peut être plus long, et c'est ok. Pour moi, 1 semaine, c'est un petit peu le minimum. Vous voyez, mais si vous avez besoin d'un peu plus de temps sur cette phase-là, c'est ok. Après, je conseillerais pas qu'elle dure non plus d'1 mois parce que ça commence quand même à faire beaucoup après. Donc moi, après cette semaine-là, on entame la deuxième phase qui va durer jusqu'à 2 mois, par exemple, où là, l'objectif, ça va être de petit à petit revenir à un cadre, mais sans contrainte. Donc on est encore très loin de ce qui est la prépa compétition. Mais de commencer à remettre un cadre, de reprendre des bonnes habitudes, on va dire ça comme ça. Et ça se matérialise avec la reprise de l'entraînement, mais l'entraînement différemment. Donc l'entraînement déjà léger. Là, par exemple, moi, je suis sur un cycle où je dépasse pas un RPE 6, vous voyez, sur tout le cycle. Pour justement, alors je parle sur mes mouvements principaux, hein. Pour le renfort c'est différent, pour le renfort vous pouvez aller taper du 9 ou 10, de toute façon l'échec sera musculaire et pas nerveux, mais voilà, où je suis sur un cycle tranquille, et aussi où je me fais kiffer, c'est-à-dire que là je suis dans une phase où j'ai envie de tester plein d'autres activités sportives. Donc voilà, je me suis mis un petit peu à l'escalade, peut-être que vous avez vu ça, c'est très rigolo. J'ai fait aussi des entraînements type Aerox, là j'aimerais bien tester l'haltéro, le crossfit, du trail, enfin plein de choses. Et je ne me prive de rien, je me dis, c'est l'occasion, en parallèle de mes entraînements, de me faire kiffer sur des objectifs un petit peu annexes. Et donc voilà, ça fait partie un petit peu de cette phase de,
Ok, je reprends les entraînements, j'ai ma programmation, c'est tranquille, mais j'en profite pour me faire kiffer ailleurs parce que c'est vrai que voilà, un entraînement en RPE 6 ou 7, ça peut vite être chiant à ce niveau-là. Je sais que j'ai des renforts sympas qui m'amusent quand même à la salle, mais en parallèle, j'ai aussi d'autres sources d'amusement. Pour ce qui est de l'hygiène de vie de façon globale, du coup, comme je vous le disais, mon corps a besoin de revenir de toute façon assez naturellement à un bon équilibre alimentaire. Donc, on va dire que je reprends les bonnes habitudes alimentaires, mais j'accepte aussi de me faire plaisir, chose qui n'était peut-être pas le cas pendant la préparation. Au niveau du sommeil, pareil, je commence à faire attention à mon sommeil pour bien récupérer, pour entamer vraiment cette récupération nerveuse qui me permettra d'être de nouveau performante dans quelques semaines. Et surtout, je vis. Je mets plus le street lifting au centre de ma vie, comme ça a pu être le cas. Mais voilà, je en profite pour me concentrer un peu plus sur les projets pro, sur ma famille, mon entourage, les choses un petit peu plus perso, qui peuvent être beaucoup mis entre parenthèses pendant cette phase de préparation. Donc voilà un petit peu la deuxième phase du court terme qui dure, voilà, chez moi, 1 à 2 mois post-compétition, on va dire, avant d'arriver dans la phase suivante. Et je voulais vous illustrer un petit peu l'importance de ces deux phases dont je viens déjà de parler, par ce qui s'était passé pour moi post mes premiers championnats du monde. Donc pour vous remettre rapidement le contexte, moi je suis arrivée au championnat du monde il y a 2 ans, ça faisait même pas 1 an que je faisais du street lifting, on se retrouve dans un autre pays à affronter les meilleurs du monde, enfin c'est quelque chose de costaud. Donc j'avais aussi d'un point de vue entraînement basculé on va dire d'un coup dans le je m'entraîne pour le kiff, j'évolue mes perfs à je me retrouve athlète de haut niveau. Ça avait été assez brutal à ce moment-là. Et du coup, forcément, je savais pas forcément comment bien gérer aussi le post-compétition. Et je sais qu'après le post-compétition, pour ceux qui avaient un petit peu suivi, moi j'avais fait une 2e place chez les championnats du monde. J'avais loupé de très peu la première place. Donc j'étais en mode, là ma belle, faut travailler 2 fois plus pour pouvoir choper la première place la fois prochaine. Et j'étais repartie comme un bœuf à l'entraînement, vraiment comme un bœuf, on va dire. J'avais pas forcément hyper bien écouté mes sensations, etc. Je voulais repartir à fond la caisse, sachant que il y avait 2 mois après les championnats de France qui arrivaient. Donc là, il y avait aussi un peu la contrainte de l'échéance suivante, sachant que je sais que maintenant, je ferai plus du tout la même chose et je respecterai quand même cette semaine de off en, on va dire, peut-être réduisant un petit peu la deuxième phase dont je vous parlais, qui dure 1 à 2 mois, pour pouvoir quand même être performante sur l'échéance qui arrivait 2 mois après. Mais là, j'étais dans un contexte où je savais pas gérer. J'avais mes championnats de France 2 mois après. Je voulais être encore à fond et même mieux pour pouvoir cette fois-ci exceller mieux que ce que j'avais fait au championnat du monde. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que je me suis cramée. C'est que je me suis cramée et nerveusement et d'un point de vue mental parce que je récupérais pas, parce que toutes les charges que je faisais, parce que j'arrivais pas à faire, même, vous voyez, mes premières barres de compétition, je n'arrivais plus à les faire. Même mes last warm-up, j'arrivais plus à les faire parce que juste, je n'avais pas laissé le temps à mon corps de récupérer. Et je suis arrivée, un petit peu complètement cramée nerveusement. Je commençais à me dégoûter de l'entraînement parce que forcément, quand on a une échéance qui arrive et qu'on voit qu'on n'arrive même plus à faire des charges qui étaient simples pour nous, c'est compliqué de trouver le plaisir là-dedans. Et j'ai dû du coup annuler ma participation au championnat de France cette année-là pour ces raisons-là, pour pouvoir prioriser ma santé et pas me cramer jusqu'au bout du bout parce que de toute façon, je serais arrivée complètement épuisée. J'aurais pas fait les perfs que je voulais. Enfin, même loin de là, c'est même pas que ne pas PR, c'est que j'aurais pas pu être performante, tout simplement. Et je me serais sûrement dégoûtée. Et c'est ce qui se passe aussi pour beaucoup d'athlètes. C'est-à-dire que si on se force et on ne prend pas le temps de la récupération, on se dégoûte. Et le risque, c'est de dire ciao, bye bye, pas fait pour moi, j'arrête tout. Alors qu'en fait, c'est pas que c'est pas fait pour vous, c'est juste que ça a mal été géré. Et c'est ok. C'est ok d'avoir mal géré, mais il faut en prendre conscience, se faire accompagner par les bonnes personnes qui ont l'expérience, qui ont le savoir pour pouvoir vous permettre de récupérer correctement. Et c'est aussi ça qui fait la longévité d'un athlète, c'est d'être bien entouré, parce que forcément, si on n'est pas conseillé sur ces points-là, on peut faire des erreurs qui peuvent nous coûter cher d'un point de vue santé, d'un point de vue motivation et d'un point de vue carrière sportive, tout simplement. Et avant que je passe à la partie un petit peu plus moyen-long terme, il y a une chose importante dont je voulais vous parler, c'est un petit peu la dépression, c'est pas trop ce que je veux dire, l'épisode dépressif, on va appeler ça comme ça, post-compétition. Ça, je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous et c'est complètement normal de le ressentir parce qu'encore une fois, vous avez mis votre vie pour cette échéance. Une fois qu'elle est passée, cette échéance, on est là,
maintenant je fais quoi ? J'ai l'impression que j'ai plus d'objectifs, que je me sens vide, que je sais plus vivre, etc. Et c'est complètement normal, voilà, de ressentir ça, mais c'est important, du coup, de reprendre du plaisir dans des petites choses, dans la vie, un petit peu plus simplement par rapport à ces échéances qui sont quelque chose d'assez grand. Je sais que moi, je vis ça aussi sur tous mes post-compétitions un petit peu, où j'ai l'impression que plus rien ne me fait plaisir, plus rien n'est à la hauteur du moment que je viens de vivre, vous voyez. C'est vrai qu'une compétition, le curseur de dopamine, il est tellement là que en fait, tous les petits trucs de la vie qui sont là, je les sens même plus. Et je sais que c'est une phase difficile, pour laquelle maintenant je suis habituée. Mais c'est important, voilà, de reprendre du plaisir dans des petites choses simples, de remettre au centre de votre vie les choses les plus simples, de laisser un petit peu, voilà, le street lifting, tout ça, les objectifs sportifs de côté pendant un temps, pour reprendre goût à la vie, se fixer d'autres objectifs, mais qui n'ont peut-être rien à voir avec le street lifting, comme par exemple, je vous disais, progresser en escalade, là c'est mon kiff de faire l'escalade, améliorer mon cardio, je t'expliquerai pourquoi, c'est aussi d'un point de vue santé, d'avancer sur mes projets professionnels, là aussi pareil, j'allais dire c'est ultra différent du street, oui et non, mais on va dire ça permet de mettre le focus ailleurs et de se faire plaisir dans autre chose que l'attente d'une compétition qui n'arrive pas tout de suite. Alors on arrive dans la partie gestion du post-compétition à moyen-long terme. Donc là, on est à peu près à 2 mois post-compétition de cette phase-là. Et moi, vu que ma compétition a eu lieu il y a 1 mois, je commence, si vous voulez, à basculer dans cette phase-là tranquillement, à faire un petit peu la transition par rapport à ce que je vous ai dit avant. Donc ça va être intéressant, comme ça je vais pouvoir vous partager ce que je suis en train de basculer. Pour moi, l'objectif de cette phase-là, ça va être de remettre un cadre d'entraînement et de hygiène de vie plus précis, on va dire ça comme ça, mais vivable à long terme. Parce que, encore une fois, le cadre que vous avez pour votre préparation de compétition, ce n'est pas un cadre qui est vivable à long terme. Donc, on ne va pas chercher à remettre ce cadre-là, parce que si vous décidez de le remettre dès maintenant, le moment où vous en aurez le plus besoin, vous serez cramé d'un point de vue mental et vous n'arriverez pas à maintenir ce même degré d'énergie, de concentration, de discipline. Donc là, on va chercher un cadre qui va prendre en compte vos ambitions dans le sport, mais également votre vie. Et on va faire un mix pour pouvoir trouver quelque chose qui vous correspond et que vous pouvez tenir dans le temps sans être frustré. Ok ? Donc si je vous parle de moi, mon objectif pour ce post-compétition moyen-long terme, ça va être de mieux me comprendre. Mieux me comprendre parce que là, j'ai du temps devant moi avant ma prochaine échéance. Et du coup, je suis en train de faire le basculement vers mon hors-saison. Mais il faut que mon hors-saison, il soit aussi très productif pour pouvoir exploiter un petit peu tous les fruits de ce travail ensuite sur ma prochaine échéance. C'est vrai qu'entre les qualifications aux championnats du monde et les championnats du monde, il n'y a pas eu tant de temps que ça, en vrai. Et ce qui fait que j'ai rapidement rebasculé dans une prépa et j'ai pas eu vraiment un hors-saison qui me laisse le temps de construire. Donc là, ça va être l'objectif. Et moi, j'ai vraiment mis un point d'attention à mieux me comprendre, plus penser à moi. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix professionnel que j'ai fait, dont je vous parlais dans l'épisode d'avant. Mais c'est de me replacer un petit peu au centre de tout ça et de savoir ce qui va me permettre de durer, de devenir encore plus performante, de savoir ce que mon corps a besoin. Je suis quelqu'un qui ne sent pas forcément toujours bien ses besoins. Et du coup, j'ai besoin de décortiquer un petit peu phase par phase pour pouvoir remettre mes besoins au centre de ce post-compétition. Donc, je vais vous expliquer un petit peu, bloc par bloc, en quoi ça va consister. Déjà, d'un point de vue alimentaire. Là, d'un point de vue alimentaire, j'ai démarré un suivi nutrition avec une nutritionniste. Je sais pas trop si on dit nutritionniste, ingénieuse en nutrition, enfin, il y a plein de termes. Quelqu'un qui gère ma nutrition, on va mettre ça comme ça. Pour mieux comprendre ce dont mon corps a besoin. Parce que j'ai l'impression de manger bien, dans le sens où je mange mes protéines, je mange quelques légumes, c'est cool, un peu de féculents, comme ça j'ai de l'énergie. Mais hormis ça, est-ce que c'est bénéfique pour mon système hormonal ? Je ne pense pas, parce que j'ai quand même des troubles hormonaux, plein de symptômes de troubles hormonaux qui sont là et que je ne peux pas ignorer. Donc c'est bien qu'il y a des choses à améliorer de ce côté-là. J'ai aussi parfois des troubles digestifs, etc. Donc là, le but, c'est de, référer ce travail-là à quelqu'un dont c'est le métier, puisque, encore une fois, moi j'ai beaucoup de mal à m'analyser moi-même et c'est pas mon métier, tout simplement, pour mieux comprendre comment mon corps fonctionne. L'objectif du suivi avec elle, c'est vraiment ça.
c'est que j'ai envie de savoir comment mieux manger pour être en meilleure santé et en meilleure santé, on va dire mentale et physique, d'un point de vue, juste me sentir bien, d'un point de vue performance et aussi d'un point de vue esthétique, dans le sens où je suis quelqu'un qui a beaucoup d'acné. Je pense que c'est aussi un des signes, on va dire, au niveau des troubles hormonaux. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser là-dedans. Et on a d'ailleurs engagé des analyses sanguines, urinaires, tout ça pour un petit peu voir ce qui s'y passe. Mais également, je stocke beaucoup dans le bas des jambes. Je pense que ça, vous l'avez remarqué. J'ai pas un physique hyper adapté pour le street. Mais voilà. Le but, c'est de mieux comprendre pourquoi j'ai ces petits troubles-là, cette rétention d'eau, comment on peut améliorer les choses d'un point de vue alimentaire pour que ça remplisse un petit peu tous mes objectifs de sport et de santé physique et mentale pour moi-même. Le gros axe aussi de travail là que j'ai mis en place, c'est de mieux gérer mon sommeil et ma récupération. Je suis quelqu'un qui dort beaucoup, qui a besoin de beaucoup dormir, et je pense que vous aussi, si vous êtes athlète de force, vous avez remarqué qu'on a besoin quand même de dormir pour récupérer nerveusement. Mais je me rends compte aussi que des fois, je passe des nuits de 11 heures à dormir, sans vraiment interruption, en tout cas, j'ai pas l'impression. Et pour autant, je me lève, je suis KO. Et ça, pour moi, c'est pas normal. Et j'ai besoin de comprendre comment ça se fait que je peux dormir autant, mais pas récupérer suffisamment. Et là, je vais vous parler de l'outil qui m'a vraiment changé la vie sur cette analyse-là et qui continue de le faire parce que je continue de découvrir des fonctionnalités incroyables. C'est ma Ultra Human Ring. Cette petite bague, aussi petite soit-elle, est ultra performante. C'est vraiment un équipement doté d'une intelligence artificielle qui analyse vraiment vos données d'un point de vue personnel sur beaucoup de points. Donc, elle analyse la fréquence cardiaque, la température, les variations de rythme, vos phases de sommeil, ce que vous faites à l'entraînement, enfin, tout un tas de paramètres, l'oxygénation, qui permet, grâce aux données qui sont rentrées dedans, d'évaluer votre score des récupérations, comment vous avez dormi, vos différentes phases de sommeil, comme je vous le disais, l'évolution de la fréquence cardiaque, comment elle monte, elle redescend, mais comment elle s'adapte, est-ce qu'elle s'adapte suffisamment par rapport à votre âge et votre activité. Enfin, tout un tas de données ultra précises qui font qu'on a vraiment des scores précis sur si on a bien récupéré, si on s'est bien dépensé, sur en fait votre état de récupération global. Et ça, c'est ultra intéressant parce que vraiment, vous avez directement, moi je me lève le matin, j'ai mon score de nuit et je sais exactement le temps que j'ai dormi, lesquelles phases, tout ça, ce qui n'a pas été et surtout pourquoi ça n'a pas été. C'est-à-dire qu'elle va vraiment vous proposer des choses qui peuvent faire en sorte que votre sommeil a été altéré. Par exemple, si je vous prends, moi, les choses qui reviennent le plus chez moi, c'est que en ce moment, je me couche pas forcément à l'heure la plus propice pour moi. Donc ça fait que, ok, je dors peut-être 9 heures, mais j'ai un sommeil décalé qui fait que c'est pas optimal pour moi. Donc elle me conseille de me coucher plus tôt. Je sais aussi que je suis beaucoup sur les écrans avant de me coucher, ça a un impact énorme. Et vu que je suis quelqu'un qui m'endort très facilement, j'avoue que je me disais pas que ça pouvait avoir un impact aussi important, mais je remarque que quand je le fais moins, ma qualité de sommeil est vraiment meilleure. Donc ça, c'est un point sur lequel je dois travailler également. Elle permet de m'indiquer quand consommer ma caféine au cours de la journée, pour pas que ce soit délétère sur mon sommeil, mais que ce soit bénéfique pour ma journée, pour éviter que j'ai des redescentes d'énergie. Enfin, je pourrais vous en parler des heures tellement elle est ultra précise sur toutes les données de sommeil et qu'elle m'apprend au quotidien parce que vraiment, elle me donne des conseils en temps réel pour pouvoir améliorer tout ça. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, cet outil est juste incroyable pour gérer ces données de sommeil et récupération. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander parce que, encore une fois, c'est un sujet qui me passionne et pour lequel je pourrais parler des heures. Peut-être que je peux vous faire un épisode vraiment que dessus. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Je le ferai. Et si ça vous intéresse, évidemment, vous avez moins 10%, mais je vous remettrai tout ça en bio, parce que vraiment, c'est un outil pépite et je suis trop contente de pouvoir vous le proposer également. Donc, grâce à cette bague, je peux analyser toute ma récupération et faire en sorte de mieux récupérer. Donc là, encore une fois, c'est hyper bien, et pour récupérer nerveusement, parce que j'ai une compète dans les pattes, n'oublions pas, et aussi pour comprendre ce qui marche pour moi à long terme et pour pouvoir améliorer ma santé déjà dans un premier temps à long terme, ma récupération, parce que tout ça, on parle de performance, mais ça influe aussi sur votre santé hors entraînement, hors sport, en vrai.
Et donc ça permet de me comprendre et de savoir un peu dans le temps ce qui marche pour moi et comment mon corps fonctionne. Voilà, de mieux me comprendre, c'est l'objectif de ce post-compétition. Et enfin, le dernier axe dont je voulais vous parler, c'est la dynamique d'entraînement et réhab. Après une compétition, je ne sais pas si vous le faites, mais je vous conseille de le faire si ce n'est pas le cas, mais il faut vraiment analyser ce qui s'est passé pendant la compétition. Alors, vous-même, j'allais dire oui et non, moi je suis quelqu'un de très proactif, donc je vais le faire de moi-même, mais sinon on va dire que ça peut être plus le rôle du coach, on va dire ça. Mais en tout cas, si vous le faites, c'est hyper important de communiquer avec votre coach pour pouvoir être en adéquation. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Moi, vu que je suis quelqu'un de très proactive, post-compète, j'ai des tas d'idées qui fusent. Je suis en mode, faut que je fasse ça, faut que je travaille ça maintenant. J'ai vu que ça allait pas, là, ça a pêché là-dessus, faut que je fasse ça, tac, tac, tac. Et ça, c'est ultra important de le communiquer à son coach, ou en tout cas aux personnes qui vous entourent, pour que vous continuez d'être alignés et d'avancer main dans la main. Moi, je sais que ma coach est ultra réceptive, donc c'est un bonheur. On s'appelle pendant des heures et on discute d'un peu tout ce que j'ai vu, tout ce qu'elle a vu, elle, et du coup, de ce qu'on va mettre en place. Comme ça, pour la suite, et elle sait sur quoi elle veut avancer et comment me faire progresser. Et moi, j'ai compris là où elle veut m'emmener et je rajoute mon point de vue, parce que c'est vrai que moi, je suis et athlète, et coach, et kiné. Donc on va dire que j'ai aussi la vision là-dessus, même si sur moi, encore une fois, je suis pas toujours la plus objective, mais en tout cas, je lui partage mon point de vue et elle me dit ce qu'elle en pense, et il y a des choses qu'on met en place, d'autres où elle me dit là c'est pas judicieux, etc. Donc ça c'est ultra important de le faire, mais du coup d'analyser ce qui n'a pas été, mais aussi ce qui a été, pour pouvoir s'en servir pour la prochaine prépa. Une compétition, c'est vraiment une expérience dans sa globalité, donc en fait que vous ayez terminé champion ou dernier, vous avez des choses à apprendre. Et vous avez, dans tous les cas, du positif à en tirer et des choses, des points d'amélioration, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de points négatifs, c'est que des axes d'amélioration à pouvoir mettre en place pour votre prochaine échéance. Et ça, c'est choses que j'ai faites. Alors moi, je le fais très rapidement, en vrai. Limite, 1 heure après la compète, je suis déjà là en train de me dire ça n'a pas été pour ça, non. Mais c'est bien de laisser un petit peu aussi mûrir les choses, parce qu'à chaud, on voit pas les mêmes choses que plus loin après. C'est ce que je vous expliquais par exemple sur le processus, un petit peu ce que je vous expliquais dans cet épisode-là d'il y a 2 semaines. Mais voilà, c'est bien de laisser mûrir les choses et de voir pour pouvoir mettre en place certaines choses. Et là, moi, je sais que j'ai vu des gros axes de travail qui sont ultra intéressants pour ma progression en tirage, parce que c'est vraiment là où je dois axer mon travail. C'est-à-dire que sur le push, on continue de bosser, on sait ce qui marche et on sait comment continuer l'axe. Sur le tirage, il y a encore des choses à améliorer. On a vu que là, on était sur un élan de progression par rapport aux dernières compétitions, et il faut le renforcer et il faut insister un petit peu sur les points faibles. J'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas sur les axes d'amélioration qu'on peut établir. Et donc concrètement, ce qui se passe, c'est que là, je suis sur un cycle d'entraînement, comme je vous disais, très light, mais j'ai aussi des renforts ultra spécifiques par rapport à mon gros objectif. J'ai également repris une réhab avec un confrère kiné à moi, parce qu'encore une fois, on discute beaucoup, mais j'aime bien déléguer cette partie-là, comme ça moi je vais à l'entraînement, je me prends pas la tête, je fais ce qu'il m'a dit de faire, et je sais que ça va me faire progresser parce qu'on en a discuté avant. Donc j'ai toute une réhab aussi axée là-dessus, pour aider, je peux vous expliquer rapidement, on va dire j'ai un peu un manque de contrôle moteur dans l'engagement scapulaire, ce qui fait que si dès le départ de ton mouvement, t'es pas bien sur ton engagement scapulaire, c'est compliqué de générer de la force. Pour faire simple, c'est ça. C'est un peu comme si sur votre squat, votre pied, il tremblote comme ça, c'est hyper dur de pouvoir générer de la force. C'est un peu la même chose. Donc on est sur un gros axe de travail là-dessus. C'est lui qui gère cette partie-là. Et ça me permet, vous voyez, dans mes entraînements, j'ai mon entraînement qui est un petit peu plus light d'un point de vue RPE, j'ai des charges légères, je reprends de la confiance, je récupère mon schéma moteur. Et à côté de ça, j'ai la réhab qui m'amuse un peu, c'est des choses nouvelles, des petits trucs qui, je sais, vont me faire progresser et qui peuvent m'amuser un peu. Et en parallèle de tout ça, je continue un petit peu mes petites âneries à faire de l'escalade, du crossfit, etc. pour m'amuser. Donc là, vraiment, sur mon activité sportive, je prends un vrai plaisir parce que je suis en train déjà de préparer mon hors-saison et de construire. Donc même au-delà de la phase de récupération, je prends déjà de l'avance, on va dire, pour le hors-saison, mais sans me cramer. Et en plus, je me fais kiffer. Que demande le peuple, finalement? Donc vous l'aurez compris, pour bien gérer votre post-compétition et de pouvoir faire la transition assez fluidement entre prépa-compétition, compétition, post-compétition, hors-saison,
C'est ultra important de respecter ces phases-là. Donc, je vous le rappelle, une phase de quasiment off complet, je décroche, je fais ce qui m'amuse. Une phase où je recommence un petit peu à remettre un léger cadre, mais je me fais kiffer, je me prends pas la tête. Et la troisième phase, où là, je vais commencer à mettre en place des choses concrètes pour pouvoir revenir fort, prendre soin de ma santé, de ma récupération dans sa globalité, remettre l'entraînement au cœur de ma pratique, mais garder ma vie à côté. Garder ma vie à côté pour pouvoir faire des choses durablement. Et c'est... Je vais arrêter de fracasser mon micro. Et c'est avec ce chemin-là que vous pourrez perdurer dans la discipline et vous assurer une longévité d'un point de vue santé, d'un point de vue motivation, d'un point de vue performance. Et sans cet équilibre-là, c'est quasiment impossible de ne pas péter un plomb à un moment donné, de tout lâcher ou de se blesser ou passer complètement à autre chose. Donc prenez soin de vous, prenez vraiment le temps de bien gérer votre post-compétition. Ne faites pas les choses trop rapidement, mais ne pétez pas un plomb complètement non plus. Gardez ce juste milieu. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous me direz aussi ce que vous avez pensé pour ceux qui ont regardé avec la vidéo, si c'est agréable à regarder ou pas, si vous préférez juste le son ou la vidéo. En tout cas, je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!